Monsieur Rodino. Merci de cette invitation. Je vais revenir. Ma première diapo pouvait résumer l'ensemble de la situation. Il ne faut pas confondre l'instabilité de la cheville avec des séquelles ligamentaires. C'est un des éléments, bien entendu, mais ce n'est pas le seul. On va essayer de voir rapidement en image, pour ne pas dépasser le temps de parole de 15 minutes, un peu les différentes lésions que l'on peut rencontrer et pouvant expliquer une instabilité de cheville. Il y a des choses hyper classiques, tout le monde connaît, le varus de l'arrière-pied, bien sûr, la raideur de l'arrière-pied, notamment dans le cas de synostose, mais également d'autres raideurs acquises ou constitutionnelles. Un élément qui est beaucoup moins connu, c'est celui de la situation anatomique du ligament fibulo-calcanéen, qui peut être avec une implantation très horizontale vers l'arrière, ce qui fait qu'il y a une très large ouverture entre le faisceau antérieur et le faisceau moyen, et qui explique une certaine laxité et donc une certaine instabilité de la cheville, et qui peut donner lieu, dans certains cas, à un geste chirurgical, quelque chose dont on parle rarement, mais dont il faut être absolument conscient. Les synostoses de l'arrière-pied, bien sûr, elles sont très nombreuses, il ne faut jamais les oublier, notamment lorsqu'on voit un enfant avec des entorses à répétition, mais même des adultes, parfois le diagnostic est fait très tardivement dans certains cas, notamment en ce qui concerne la synostose la plus fréquente, c'est-à-dire talo-calcanéenne. Il faut vraiment savoir la reconnaître, elle peut aboutir à différentes pathologies au niveau du pied et de l'arrière-pied, et donc il faut l'identifier. Pour l'identifier, on dispose de beaucoup de moyens, la radio, mais la radio, bien que souvent performante, n'est pas toujours très bien lue. On peut disposer, bien entendu, du scanner qui va nous montrer de très belles images ou de la résonance magnétique. Donc on a beaucoup de facilité pour arriver à ce diagnostic. Dans le cas des lésions ligamentaires, la laxité frontale résiduelle, bien sûr, simplement un mot pour dire qu'habituellement on la recherche sur le patient décubitus dorsal, et en regardant un peu ce qui se passe, surtout au niveau de la malléole externe qui se surélève. En revanche, on a vraiment intérêt à le faire en décubitus ventral, sur le genou en extension, sur le genou en flexion, car on a beaucoup plus de facilité à la mettre en évidence à ce moment-là. On peut même distinguer ce qui appartient à la talocrurale de ce qui appartient à la sous-talienne. Donc, un petit conseil, recherchez cette laxité en décubitus ventral, le pied en bout de table et le genou fléchi dans ces deux positions. On est beaucoup plus performant. Dans le plan sagittal, là aussi, le tiroir classique que vous avez figuré à droite, là, sur l'écran, on ne voit pas très bien avec la lumière, mais ce n'est pas grave, est une mauvaise façon incontestablement de le rechercher. Il faut le rechercher sur le pied posé à plat sur la table d'examen et faire reculer le segment jambier. Et là, on a une vision beaucoup plus aisée du recul et on voit laquelle des deux malléoles recule, en particulier, bien sûr, le fait que ce soit au niveau externe. C'est assez démonstratif dans la plupart des cas, et puis on peut bénéficier de clichés dynamiques, mais vraiment, ça n'a pas tellement d'intérêt dans ce contexte-là. Alors, un autre chapitre qui est très intéressant, celui des corps étrangers intra-articulaires, notamment pas ceux qui siègent à la partie antérieure ou à la partie postérieure, mais ceux qui siègent sur les parties collatérales. Du côté externe, alors ils sont parfois difficiles à mettre en évidence et il faut faire des clichés tournés, notamment en rotation interne d'une vingtaine de degrés, pour mettre en évidence ce petit corps étranger. Et au niveau externe, ils sont souvent englobés dans un tissu fibreux, donc pas facile toujours à extirper. Par contre, du côté interne, ils sont très fréquemment libres. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Ils sont très fréquemment libres. Et c'est un auteur belge, Seur, qui avait montré ça il y a déjà de nombreuses années, puisque c'était en 1951. Le fait de les retirer peut aboutir à une amélioration considérable de l'instabilité de cheville. Et donc, il faut savoir les mettre en évidence. Comment ils se produisent? Ils se produisent sur des mécanismes d'inversion par traumatisme de la joue interne contre la face inférieure du tibia. Et donc, ils se créent à ce moment-là, ils deviennent de véritables corps étrangers. Il faut bien entendu les distinguer des arrachements de la pointe de la malléole médiale, qui sont des lésions sur des mécanismes en rotation la plupart du temps et qui sont tout à fait différentes. Et vous voyez que ce ne sont pas des éléments petits, voilà deux exemples tirés de ma collection de ces corps étrangers intra-articulaires, et on comprend bien que lorsqu'ils sont mobiles, ils représentent une gêne considérable. Le syndrome du sinus du tarse, donc décrit par O'Connor en 1956, c'est aussi une cause
reconnu à la fois de douleur et d'instabilité, hein, et avec un signe quand même toujours retrouvé, c'est la palpation de l'orifice externe du sinus du tarse. On retrouve un empattement et des douleurs assez fréquemment. Sur le plan de la constitution de ce syndrome du sinus du tarse sur le plan ligamentaire, il y a 2 ligaments qui vont être mis en cause et qui peuvent être tous les 2 lésés et qu'on peut mettre en évidence par l'imagerie. Et puis il y a aussi un tissu fibro-adipeux qui se développe à l'intérieur et parfois prend une importance considérable. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette instabilité? Parce que c'est un centre proprioceptif très important et donc ça explique à la fois les douleurs et l'instabilité de ces chevilles. On le voit chez de nombreux sportifs quand même, notamment volleyeurs, basketteurs, mais ceux gens exposés à avoir des entorses de cheville, sont souvent des patients qui ont entre 20 et 30 ans et qui sont parfois dans un contexte traumatique, d'entorse de cheville, d'entorse isolée de la soutalienne, mais aussi d'autres traumatismes, notamment des fractures de malléole, fractures du talus, etc. Donc on le voit dans différentes circonstances. L'imagerie est très performante, l'imagerie en coupe, notamment donc le scanner qui montre parfaitement bien le remplissage de ce sinus du tarse et également la résonance magnétique. Donc on a des éléments très performants pour en faire le diagnostic. La clinique aussi, bien sûr, a son intérêt en montrant à la fois les sites des douleurs et puis ces sensations d'insécurité, sans qu'il y ait pour autant d'anomalie de la mobilité articulaire. Il n'y a pas d'exagération de la laxité, bien entendu, mais il y a toujours une palpation très douloureuse. Là aussi, on a toujours intérêt à le faire en décubitus ventral sur le malade en bout de table, car on repère beaucoup plus facilement, on palpe beaucoup plus facilement le sinus du tarse dans cette position que dans la position classique de décubitus ventral. Alors l'apport de l'imagerie, là aussi, est bien entendu tout à fait intéressant. Donc, notamment l'échographie de nos jours qui est très utilisée. Il faut utiliser des petites sondes un peu particulières pour bien aborder cet orifice du sinus du tarse et le sinus du tarse qu'on voit rempli par une collection fibreuse. On ne voit pas les ligaments en échographie, mais on voit très très bien l'envahissement du sinus par ce tissu pathologique. La tomodensitométrie également peut permettre d'avoir des renseignements très intéressants et vous avez des images ici qui vous montrent parfois soit l'aspect lésionnel, soit un corps étranger dans le sinus du tarse, soit parfois met en évidence une synostose, donc qui fait un diagnostic différentiel avec le banal sinus du tarse. Et puis la résonance magnétique, bien sûr, qui est extrêmement performante en montrant des anomalies de signal, en montrant les réactions au niveau des ligaments. Donc on a une exploration possible des ligaments. Les lésions ostéochondrales du talus, j'ai consacré beaucoup de travaux depuis de nombreuses années. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de ces pathologies et sont différentes sous leur aspect anatomopathologique, d'ostéochondrite disséquante, de fracture ostéochondrale, de nécrose partielle, de géode, de kyste intra-osseux. Le problème, c'est que très souvent, le motif de consultation, c'est des douleurs, mais aussi une instabilité, et parfois plus rarement des sensations de blocage, parfois un gonflement simplement. Là aussi, sur le plan clinique, ce qui est caractéristique, c'est qu'il y a très peu de choses, finalement, à l'examen clinique. Il faut vraiment faire des tests d'impaction pour pouvoir mettre en évidence ces lésions ostéochondrales, donc ce n'est pas facile à rechercher. En revanche, l'imagerie est très performante, mais comme souvent, elle n'est pas très bien analysée, enfin, elle n'est pas toujours bien analysée. Voilà un exemple d'un joueur de volley de l'équipe de France. Vous avez cette fracture ostéochondrale évidente, et pourtant il a un strapping, il est considéré comme un strapping. 2 mois après, on lui fait des tomographies, à l'époque c'était des tomographies, et on voit la lésion ostéochondrale. Il a malheureusement un curetage isolé de cette lésion ostéochondrale, et le résultat, c'est le développement de cette véritable lésion, à la fois au niveau du DOM, mais aussi au niveau de la face inférieure du tibia, et la nécessité, dans un second temps, qu'il bénéficie d'un curetage et d'un comblement, selon la technique de Jean-François Kowalczuk. Alors on peut avoir, bien sûr, par l'imagerie en coupe, des images tout à fait démonstratives, avec parfois, comme ici, un fragment complètement retourné, qui n'a bien sûr aucune chance de consolider si on les laisse dans cette situation. Les fissures du cours fibulaire, là aussi, c'est un autre sujet intéressant. Pourquoi? Parce que ça donne surtout un syndrome douloureux, bien entendu, mais ça peut donner également
des sensations d'instabilité pour le patient, il faut les reconnaître. La classification qui est adoptée à peu près par tout le monde, c'est celle de Sobel, qui a montré qu'il y avait 4 stades, un stade de simple étalement du tendon, un stade de fissuration non transfixiante, un stade de la fissuration importante et l'autre elle est beaucoup plus importante. C'est l'image classique tirée de clinical orthopédique que tout le monde projette. Savoir que c'est une étiologie mécanique, bien entendu, par répétition des traumatismes lors des instabilités de cette cheville. Et vous voyez que dans les laxités de cheville opérées, surtout à l'époque où on en opérait encore beaucoup, la présence de cette fissure du tendon du corps fibulaire est évaluée à environ 30%, donc ce qui représente un nombre considérable. Or, les motifs de consultation, ils sont très variés finalement, soit des douleurs isolées, rétromatologiques, soit des douleurs et une instabilité, soit une instabilité pure de cheville. Les gens n'ont pas de douleur dans certains cas, mais ils ont une instabilité de leur cheville et ils se plaignent de ça. Il faut les examiner très soigneusement et là encore, il faut les examiner en décubitus ventral, car c'est la meilleure façon d'examiner les fibulaires. Donc on demande de faire un mouvement d'éversion contre-résistance et voir un peu qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'on provoque des douleurs, est-ce qu'on a une sensation de mobilité anormale au niveau des fibulaires. Et puis dans un second temps, on va stabiliser les fibulaires manuellement, reproduire les mêmes manœuvres et voir que toute la symptomatologie, soit douloureuse, soit d'instabilité, disparaît à ce moment-là. Ce qui est une bonne raison pour orienter ces patients vers une reconstruction du rétinaculum, qui est la lésion en général que l'on retrouve toujours. Alors, dans l'imagerie, on a fait longtemps des arthroscanners qui permettaient de bien montrer les anomalies possibles, vous voyez en bas à gauche, qu'on voit bien ici, pardon. Alors, on utilise plus volontiers maintenant la résonance magnétique qui va montrer de façon très performante ces lésions à différentes situations, soit au-dessus de la malléole, soit en dessous de la malléole, sur la face externe du calcanéus. Alors, que dire pour terminer dans le temps imparti sur ces physiopathologies de l'instabilité de cheville? C'est que bien sûr, il faut penser aux ligaments, mais surtout, je pense qu'il faut penser aux autres pathologies possibles, aux pathologies d'abord constitutionnelles, et en particulier chez l'enfant, cette synostose talocalcadéenne. Il faut penser bien sûr aux séquelles ligamentaires, mais surtout à ce problème que posent les anomalies de positionnement du ligament fibulo-calcanéen. Il faut penser aux séquelles osseuses et aux séquelles ostéochondrales, ça c'est quelque chose aussi très important, aux séquelles tendineuses, et j'en ai pas parlé, mais il faut aussi y penser, ce sont les séquelles neurologiques qui peuvent se rencontrer à la suite d'une simple entorse. On a un nombre assez important finalement de déficits neurologiques qui expliquent l'instabilité. Je vous remercie. Merci, M. Rodino. On a peut-être le temps d'une question. M. Rodino, si vous voulez rester quelques secondes au podium, malgré le retard. Alors, j'en ai une du coup. Vous avez cité le fait que l'on puisse... on voit très souvent ces anomalies osseuses en regard de la malléole externe, c'est-à-dire ces corps, ce que vous appelez des corps étrangers. Et il me semble que vous avez relevé le fait qu'on pouvait enlever ces corps étrangers dans le cas des instabilités en traitant l'instabilité. Alors, par quel mécanisme, en fait, le fait de retirer un corps étranger peut améliorer la stabilité de la cheville? Je crois que c'est des dérangements internes de l'articulation. Alors, c'est surtout vrai pour les corps étrangers comme ça en situation médiale. Ils sont mobiles généralement et donc ils peuvent créer des espèces de dérobements, de blocages brutaux et parfois donc de sensations d'instabilité. Alors que du côté latéral, ils sont la plupart du temps englobés dans un tissu fibreux. C'est pas du tout là. Je crois qu'il faut vraiment les distinguer. Et je crois que dans ce moment-là, ils donnent essentiellement des douleurs plus que des sensations d'instabilité. Merci beaucoup.